Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la facturation électronique. Toutes nos excuses là pour la plateforme, on a eu plusieurs pépins en nous connectant, reconnectant. J'espère que vous arriverez à suivre le webinaire correctement et que l'enregistrement se fera. Donc on voulait vous faire un nouveau webinaire à quelques jours de la première échéance de la RFE. Donc, tu peux passer le slide, Christophe. Donc, je suis accompagné de Christophe, que vous connaissez, qui est notre directeur produit, qui est en charge notamment de ce projet de mise en place de la facturation électronique au sein de l'ERP de Divalto. Le webinaire est enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez intervenir à tout moment en enregistrant, en mettant vos questions dans la partie en bas à droite. Questions, pour le coup. Je vois qu'ici, il y en a qui précisent qu'il n'y a visiblement pas de pépin sur Livestorm. Donc, c'est peut-être. En plus, c'est bizarre parce que Christophe et moi-même ne sommes pas au même endroit, donc on ne peut pas accuser notre Wi-Fi. Non. Pour rien louper notre actualité, vous pouvez télécharger notre application qui se trouve sur le Store, Google Play ou App Store, dans lequel vous retrouverez tous ces replays ainsi que les précédents et les rendez-vous au prochain webinaire. Et pour poursuivre, aujourd'hui, ce que l'on va voir, on va faire un point sur la réforme et le calendrier. Christophe fera un retour sur la phase pilote. Il fera également une démonstration de la partie portail plateforme agréée de Dokun. Et puis, on aura le temps de répondre à vos diverses questions. Donc, concernant le point sur la réforme, je te donne la main juste après, Christophe, mais je vais détailler les deux premiers sujets. On est toujours sur les mêmes objectifs fondamentaux, ça n'a toujours pas de changement, donc essentiellement de lutte contre la fraude, et on espère des gains de compétitivité des entreprises et de la remontée de données au niveau de l'État pour un meilleur pilotage des politiques économiques. Ensuite, les échéances sont toujours les mêmes. Nous sommes à 56 jours de la première échéance du 1er septembre 2026 qui concerne toutes les entreprises en réception et en émission et e-reporting pour les ETI et grandes entreprises. Ensuite, au 1er septembre 2027, ça sera l'ensemble des entreprises qui seront concernées par la RFE. Voilà, donc ça n'a pas changé non plus. Et puis, je te donne la main sur la suite, Christophe, si tu veux commenter un peu les feedbacks qu'on a. Ah oui, il restait cette partie-là. Ça permet juste de rappeler que les reporting, ce n'est pas juste une petite partie, mais il y aura quand même une grosse partie concernée. Donc oui, je vais prendre la suite de la présentation, en tout cas pour les diapositives qui suivent, et donc notamment pour vous faire un retour aussi, alors qui certes date déjà parce qu'il date de début mai. Il y a effectivement la journée de la facturation électronique comme chaque année qui avait été organisée sur Paris, où il y avait notamment l'intervention de la DGFiP, et notamment de la directrice générale des finances publiques. En tout cas, dans les messages clés qui ont été donnés à cet événement, le premier, c'était dans une confirmation qu'il n'y aura pas de report à ce stade de l'entrée en vigueur de la réforme. Donc ça, c'est un message important pour dire que l'État est prêt, en tout cas tout ce qui était test, en tout cas échange entre les plateformes agréées et la partie administration fiscale, tout ça est bien au rendez-vous. Et donc, il n'y a pas de raison à ce que cette entrée en vigueur soit repoussée. Ensuite, ce qui a été dit aussi, c'est que effectivement, 2/3 des entreprises ont soit choisi leur solution ou alors sont en phase de le faire, de décider, donc pour être conforme à la réforme. Et ensuite, il y avait, je pense que c'est ça aussi le sujet qu'on souhaitait véhiculer ici,
c'est que l'État est quand même conscient que tout ne va pas forcément fonctionner comme il se doit du premier coup. Et du coup, prône quand même un message de bienveillance et de tolérance, on va dire, sur les premiers mois, donc à partir du 1er septembre, pour dire qu'il n'y aura pas de sanctions immédiates. Si effectivement une entreprise qui doit émettre n'est pas complètement prête, ou à l'inverse, quelqu'un qui n'aurait pas fait toutes les démarches pour pouvoir réceptionner, voilà, il n'y aura pas de sanctions. Par contre, il y aura des vérifications qui sont faites pour ces cas-là, pour vérifier que l'entreprise est bien dans une démarche active pour se mettre en conformité avec la réforme. Donc, il y aura quand même cette vérification pour dire on ne va pas sanctionner tout de suite dès le moment que l'entreprise démontre qu'elle est dans une démarche, qu'elle est en train de, je sais pas, de mettre à jour son logiciel, etc., pour se mettre en conformité avec la réforme. C'est quand même un message qui est important à ce stade. Et donc, du coup, je vous ai mis juste à côté les ressources qui sont utilisées si vous souhaitez jeter un œil. Il y a pas mal de, en tout cas sur ces liens-là, de vidéos, d'ateliers qui avaient été menés lors de ces 2 jours d'ailleurs. C'est passé sur le 5 et le 6 mai. Et notamment le replay vidéo de la session de Madame Verdier, notamment sur son intervention. Je crois que ça dure une vingtaine de minutes, où effectivement elle reparle, on va dire, de ces différents axes. Donc il nous semblait important quand même de vous véhiculer ces messages. Et donc pour vous dire aussi que on est dans une réforme où quasi tous les mois, voire tous les trimestres, il y a des nouveautés. Et donc, il y a une dernière publication des documentations AFNOR concernant cette réforme de la facturation électronique, et qui va avoir son lot de modifications. Et donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on est dans un monde qui n'est pas figé. On est dans un monde mouvant que nous, on suit au jour le jour, pour pouvoir ensuite adapter notre solution packagée avec les nouvelles données. Il faut s'attendre à d'autres mises à jour de ce type-là, hein, parce qu'effectivement, on a pu l'avoir entre novembre et février, des nouveaux cas d'usage qui ont vu leur apparition. Et puis, voilà, on continue à compléter ces documentations AFNOR avec soit de la complétion, soit de la modification, on va dire, sur un ensemble de cas d'usage. Donc ensuite, je voulais effectivement aussi vous faire un retour sur la phase pilote. Donc, quand on parle de phase pilote, si on reprend ici le planning de Divalto, c'est la phase pilote qui a démarré fin avril et qui va jusqu'à fin août, et qui permet à des entreprises volontaires de pouvoir, en avance de phase, s'échanger des vraies factures, hein, parce que c'est vraiment ça le sujet. On n'est pas en phase de test où on se dit tiens, j'envoie des factures test. En tout cas, on est vraiment sur des données réelles pour, on va dire, avant le 1er septembre, pouvoir tester l'ensemble des flux, que ce soit en émission ou en réception de ces factures. Alors tout ça, je vais faire rapide quand même sur ce planning, c'est qu'effectivement, tout est ouvert, en tout cas sur tout ce que Divalto devait livrer en termes de pack RFE sur les différentes versions. On a tenu l'ensemble des délais qui avaient été annoncés. Et donc, on a commencé les livraisons début avril pour finir fin mai avec la toute dernière version, qui est la 10.13 de release, et donc qui reprend toutes les fonctionnalités de la solution packagée, que ce soit le connecteur, mais aussi tout ce qui va permettre d'émettre, de réceptionner et de gérer la partie e-reporting. Voilà, la partie ouverture, l'activation, on va dire, de la plateforme agréée, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on a libéré sur la début juin pour l'ensemble de nos clients, pour qu'effectivement, puissiez en temps et en heure
activer la partie plateforme agréée d'Okun et notamment au travers de cette activation s'inscrire à l'annuaire de la facture électronique. Je reviendrai après sur ce sujet parce qu'on a remis une diapo sur ce sujet. C'était plutôt sur la partie planning. Maintenant, vous parlez de Divalto, cette fois-ci, et la phase pilote. Donc, on a embarqué dans cette phase pilote un ensemble de sociétés qui étaient volontaires. Donc, ça, en tout cas, ça fait 7 entités qui ont, enfin, en tout cas, 7 groupes, si vous appelez ça des groupes, qui sont présentés en tant que volontaires et qui représentent finalement une quinzaine de sociétés sur l'ensemble et donc qui participent activement à cette phase pilote et où on a eu, on va dire, la première échéance, c'était déjà de pouvoir tester toute la partie activation de la plateforme agréée, cette partie activation. Et donc la première inscription s'est fait mi-mai. Dans cette phase pilote. Donc, ça, c'était un premier jalon, on va dire, dans cette phase pilote, s'assurer que tout ce qui se passe dans cette activation permet d'aller jusqu'au bout. On reviendra après sur ces différentes phases qu'on retrouve dans cette activation. Et ça nous a aussi, depuis la mi-juin, nous a permis d'émettre les premières factures et que dans cette phase pilote d'Ivalto avec des clients fournisseurs d'Ivalto qui aient pu aussi avoir des premières réceptions de factures, donc émis d'un côté et réceptionnées de l'autre côté dans le cadre, on va dire, de ces sociétés qui sont embarquées de cette phase pilote. Voilà, c'est une phase pilote qui continue. Et donc, voilà, on a passé, on va dire, ces différents jalons. Donc, on sait émettre et on sait réceptionner de la facture électronique. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour mettre en œuvre cette solution packagée, en tout cas pour l'activer, on passe par le portail MyDivalto. On est dans un assistant et qui va permettre de passer par différentes étapes. Donc notamment une étape qui est importante, on va dire, dans l'activation de la plateforme agréée, qui est l'étape signature d'un mandat. Donc tout ça, c'est effectivement, on se retrouve dans un assistant, on passe ces différentes étapes. On va, au travers des informations qui sont demandées dans cette activation, pouvoir générer un mandat, ensuite l'envoyer au représentant légal de l'entreprise pour une signature électronique. Et une fois que tout cela est fait, toutes ces informations, plus l'activation du portail d'Okun est réalisée. Et ensuite, il y a effectivement l'inscription à l'annuaire qui va être effectuée également. Et ce qui fait qu'effectivement, ces sociétés-là sont prêtes déjà à pouvoir réceptionner de la facture électronique selon, on va dire, les données qu'on a pu rentrer lors de cette activation. C'était première chose, parce qu'on peut très bien dire aujourd'hui, j'active déjà tout ce qu'il faut, mais finalement, je souhaite réceptionner qu'à partir du 1er septembre. Et donc, effectivement, votre inscription à l'annuaire va être réalisée, mais on ne verra pas votre adresse avant le 1er septembre, simplement pour dire qu'effectivement, vous êtes prêt. Vous avez d'ailleurs une petite marque au niveau de cet annuaire de l'État pour dire que vous avez fait les démarches auprès d'une plateforme agréée, mais par contre, vous ne souhaitez pas encore réceptionner de la facture électronique. Donc, tout ça, c'est bien évidemment possible au travers de cette activation de la facturation électronique dans notre portail MyDivalto. Juste petite remarque pour cette activation, donc n'attendez pas le 1er septembre. Ni le 31 août pour le faire, parce qu'il y a quand même un délai qui est un délai qui est indépendant de notre volonté et de l'APA également. C'est qu'effectivement, l'inscription à l'annuaire ne peut se faire qu'au plus tôt à J+1. Quand on fait des demandes, donc quand on demande à ouvrir une ligne d'annuaire auprès de l'État, c'est pour J+1. C'est ça qu'effectivement,
si vous souhaitez partir l'esprit tranquille en vacances, faites cette inscription. Et comme ça, dès la rentrée, vous êtes prêt à recevoir vos factures sur ce portail. Alors, Christophe, là, il y a plusieurs réactions. Je vais intervenir avec des questions. Donc, posez vos questions dans l'outil questions. Ça sera plus simple pour moi de les voir et d'y répondre. Alors, il y avait une personne qui demandait comment s'est fait la sélection des personnes de la phase pilote. Est-ce qu'on peut encore rejoindre cette phase pilote? Donc, juste pour information, alors, c'était demandé dans le sens pouvoir tester. La phase pilote n'était pas une phase de test, en fait, de la facturation électronique. C'était, on va dire, des entreprises qui, en avant-première, en production, participaient à un pilote officiel complet, on va dire, avec les différentes PA, mais également avec l'annuaire d'entreprise, l'État, etc. Et donc, ça, c'est un appel à candidature qui a été fait déjà il y a quelques mois. Et donc, même si ça continue, puisque en fait, comme ils sont entrés en prod, ils seront maintenant en prod jusqu'au 1er septembre, puis au-delà, du coup, les participants. Mais il n'y a pas de phase de test en soi et pour l'instant, on ne rajoute pas de participants pour le coup, puisque vous pouvez maintenant, dès à présent, vous inscrire à cette offre packagée. Ensuite, il y avait une deuxième question qui demandait mais comment on peut s'inscrire à la plateforme agréée, pour le coup, chez une TPE, et faire juste de la réception seule. Je n'arrive pas à contacter Dokun pour avoir accès. Alors, sachez que ce n'est pas la peine d'essayer de contacter Dokun quand vous êtes une petite entreprise. Ils ne contractualiseront pas directement avec vous. La solution packagée que nous proposons chez Divalto est revendue par l'intermédiaire de nos partenaires intégrateurs. Donc, il faut que vous rapprochiez du partenaire Divalto qui suit votre projet ERP et qui pourra vous proposer de souscrire à cette offre qui est intégrée. Et pour souscrire à cette offre, donc cette solution packagée, il faut passer dans nos nouvelles offres qui sont soit hybrides, soit SaaS. Vous allez avoir un certain nombre de factures incluses, offertes dans votre contrat et la capacité d'activer la plateforme agréée de Dokun. Donc voilà, le processus à faire, ce n'est pas contacter Dokun, c'est de contacter votre partenaire intégrateur, votre correspondant chez le partenaire intégrateur Divalto habituel pour avoir la démarche d'activer la plateforme agréée Dokun. On a décidé là dans le webinaire de ne pas revenir sur tous les éléments qu'on a déjà décrits lors des webinaires précédents. Donc n'hésitez pas, si c'est la première fois que vous nous entendez parler de cette solution packagée, d'aller voir les replays des webinaires précédents dans lesquels on explique justement ce que compose cette solution packagée. Il y a deux éléments à savoir. Il faut effectivement être dans une offre hybride ou SaaS. Et de deux, si vous voulez pouvoir émettre ou automatiser la réception des factures à l'intérieur de l'ERP, il faut être un minimum en version 10.7 sur le dernier service pack sorti cette année pour pouvoir automatiser ou émettre les factures ou les e-reporting. Sinon, si vous voulez faire juste de la réception et traiter encore manuellement, c'est possible, en restant même dans une version différente de la 17. Mais pour cela, il faut quand même être en hybride ou en SaaS. Et en fait, il y avait aussi une autre question, Christophe, un peu particulière. Là, c'était un client qui utilise une autre PA en réception via son expert comptable et qui veut activer que l'émission pour le coup. À quel moment, en fait, on peut décider de faire ça? Justement, tu es sur le bon slide pour en parler, je pense. Oui, si effectivement je souhaite, alors si j'ai bien compris, je souhaite utiliser la solution packagée que pour l'émission, pas pour la réception. Pour la réception, il y a une autre PA, c'est ça? Oui. C'était ça la question, si je reformule. Donc effectivement, c'est possible parce que lors du provisioning, finalement, lorsqu'on signe, ou en tout cas lorsqu'on crée le mandat,
on demande si effectivement cette PA, on la mandate pour l'émission et pour la réception. Donc, ce sont des cases à cocher. Hein. Et donc, du coup, on peut choisir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Ça va dépendre. En général, nos clients prennent plutôt, on va dire, la totale entre l'émission et la réception. Et bien évidemment, il est possible de faire que l'émission. La seule chose qu'il faut savoir, c'est dans ce cadre-là, c'est pas, en tout cas, c'est pas Dokun qui fera l'inscription à l'annuaire. C'est-à-dire que l'inscription à l'annuaire se fait par la PA de réception. C'est elle qui va faire cette démarche-là, en tout cas, faire en sorte qu'effectivement, vous ayez une ligne dans l'annuaire ou plusieurs lignes dans l'annuaire de l'administration fiscale. C'est ça la principale différence, comme à l'inverse, je peux avoir des clients qui utilisent notre solution packagée que pour la réception et utilisent autre chose pour la réception. Donc nous, on a mis des cases à cocher. C'est-à-dire dans ce cadre-là, et donc qui permettent, le cas échéant, juste de dire je prends l'APA pour l'émission. Il y avait d'autres questions, Christian? Alors, je suis en train de les remonter, mais je pense que ça tournait autour de tout ça. Oui, effectivement, le délai entre le moment où vous changez d'offre et vous pouvez ensuite accéder à ce formulaire-là pour vous inscrire, il y a à peu près 24 heures. Et après, entre le moment où vous avez demandé le provisioning et le moment où vous apparaissez dans l'annuaire, c'est quoi? C'est 24-48 heures hein, oui, c'est ça. C'est ça. C'est 24 heures, 48 heures, oui. C'est ça. Voilà. Et donc pour ça, il faut bien évidemment que le mandat, pour pouvoir faire ça, hein, et c'est ce que nous on attend aussi dans cet assistant, il faut que le mandat soit signé pour qu'ensuite on puisse procéder à l'activation de la ligne. Donc, il faut bien le mandat, parce que c'est ce mandat-là qui est contrôlé et qui va ensuite permettre, selon le cas, de créer la ligne d'adresse. Le mandat, c'est quelque chose d'officiel, hein, Christophe. Ce n'est pas forcément spécifique à Dokun. Oui. Et il sera demandé à ce que vraiment le représentant légal signe ce document-là. Donc, il faut qu'il soit disponible au moment de la signature. Et qui plus est, il y a une vérification d'identité. Donc, il faut qu'il ait une pièce valide au moment de la signature. Normalement, d'ici quelque temps, il sera même demandé de fournir un RIB et un justificatif, que le signataire soit un représentant légal sur le CABIS ou qu'il y ait un document qui prouve que la personne qui signe le mandat est bien un représentant légal, quoi. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau de vérification, mais il faut à tout prix déjà prévoir votre CABIS qui est mis dans le document et avoir les coordonnées du signataire qui est représentant légal et que lui soit disponible et une pièce d'identité. Alors, j'ai une autre question. Dans le cas d'un client configuré en multi-société, donc qui utilise le multi-dossier dans l'ERP, est-ce qu'il faut signer plusieurs mandats? Oui, effectivement. Oui. Je ne sais pas si je l'ai écrit là-haut, mais en tout cas, il y a un mandat par sirène. C'est un mandat par sirène. Il y aura autant de mandats que d'entités légales, d'entités juridiques différentes. Et par contre, tout ça, ça se fera quelque part dans le même assistant. C'est pour ça que on va pouvoir revenir, rajouter des sirènes complémentaires et donc ajouter des mandats complémentaires. C'est bon, Christian? Parce que moi, je ne les vois pas, les questions. Non, mais je vais essayer de répondre individuellement aux autres questions. Ok. Bon, là, il y a des trucs un peu spécifiques partout. Je vais répondre individuellement à ces questions-là.
Bon, il y a des questions sur la différence entre l'hybride, le SaaS, combien de temps durera l'hybride. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas, l'hybride, c'est notre nouvelle offre commerciale pour les clients qui désirent rester on-premise, c'est-à-dire installés dans leurs locaux ou hébergés sur un cloud qui n'est pas celui de Divalto. Il n'y a pas de date de fin annoncée à cette offre-là. Mais vous le savez, Divalto a pris le virage du SaaS maintenant il y a plusieurs années. Je rappelle, 2015 ou 2018, je ne sais plus. 2018. 2018, le premier déploiement de RP en SaaS et la sortie de nos offres en SaaS. Et puis peu à peu, il y aura tellement d'avantages à basculer sur notre SaaS, notamment l'intelligence artificielle et tout un tas d'autres outils qu'on développe et qui sont exclusifs à l'offre SaaS, que ça sera un passage obligé dans les prochaines années. Mais en tout cas, pour l'instant, vous pouvez continuer à utiliser la solution on-premise en basculant sur l'hybride pour activer cette offre-là. Tu peux continuer. Ok, je continue. Donc, effectivement, nous avons prévu lors de ce webinaire donc une présentation du portail de la plateforme agréée d'Okun. Vous avez une petite copie écran ici. Alors, le temps que je lance, c'est comme j'ai dû me déconnecter, relancer l'ensemble. Voilà. Il faut que je me reconnecte. C'est pas grave. On va faire la connexion. Je me reconnecte aussi voilà, aux outils de sécurité. C'est bien la sécurité. Voilà, donc ça devrait être bon. Je vais mes mots de passe. Donc je me connecte au portail. Du coup, voilà, il prend ma dernière connexion. Alors là, je suis plutôt sur un portail où je peux vous présenter la partie réception. Je ne suis pas forcément de vente, parce qu'on n'aimait pas, on va dire en tout cas, les tests que l'on réalise, on ne les aimait pas sur ce compte-là, plutôt sur un autre. Donc, je me retrouve ici avec, on va dire d'abord un tableau de bord, et une fois que je rentre, on va dire, dans les éléments qui m'intéressent, en tout cas, vous verrez qu'il y a un copier-coller entre les ventes et les achats. Dans les ventes, je vais plutôt retrouver je ne vais pas en avoir sur ce compte-là, mais toutes les factures que j'ai émises dans le cadre de cette réforme. Et côté achat, c'est là que je vais en avoir, je vais me retrouver avec toutes les factures d'achat que j'ai réceptionnées au travers de ma plateforme agréée. Donc, on va se retrouver ici avec différents onglets possibles. Donc, notamment la possibilité aussi, alors je ne sais pas si je prends la partie facture électronique, donc normalement ce sont que des factures issues de la réforme que je verrai apparaître ici. Donc, vous avez la possibilité, en fonction de ces vues standards qui sont livrées, de créer votre propre vue. C'est ce que j'ai fait là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on peut personnaliser complètement l'interface en fonction des colonnes qui vous intéressent. Par exemple, moi, dans ce cadre-là, j'ai déplacé le nom du vendeur et le nom de l'acheteur pour avoir ces informations tout de suite sous la main. Et donc, ça se passe ici, au travers on va dire, de cette grille, où je vais pouvoir soit cacher, soit donc masquer des champs, soit les déplacer, selon ce que je souhaite faire. Donc, ça, c'est le petit crayon qui est là. Donc, je peux dire, si je veux le reçu par, hop, je rajoute cette colonne ou je ne la rajoute pas. Et puis après, j'ai possibilité aussi de venir déplacer l'ensemble. C'est par exemple le nom de l'acheteur, je vais plutôt l'avoir tout de suite, là, avant le statut, je déplace. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, ce que vous voyez de ce côté-là, j'ai ma mise en, on va dire, en tout cas, je peux sélectionner l'ensemble des colonnes qui m'intéressent. C'est ce que j'ai là. Et donc, je les retrouve, ici. On retrouve là. Et donc, je peux valider cette partie. Et donc, je peux aussi créer donc, autant de vues
que je souhaite. Ici, complètement personnalisé. Je vais me remettre sur ma vue facture. Ici, avec la possibilité ensuite de pouvoir positionner des filtres. Ça peut être intéressant. Ici, de pouvoir filtrer sur les différentes colonnes, ce que vous avez là. Je ne sais pas si moi, je veux voir que ce qui concerne telle et telle société. C'est ce que je vais pouvoir faire ici avec des filtres classiques. Je ne sais pas, commence par refactuel. Beaucoup de choses par ce biais-là. Et donc, je vais me retrouver ici avec quelque chose de rafraîchi en fonction des fils. Donc, bien sûr, je peux en positionner plusieurs. Je peux aussi venir les supprimer. Donc, voilà. La possibilité donc de se paramétrer l'interface qu'on souhaite avoir. Et ensuite, vous avez la possibilité pour chacune de ces factures, finalement, de venir en détail, donc en cliquant sur le lien ici, d'aller voir le détail de cette facture. Vous avez ici des informations générales sur la droite, qui sont un extrait, on va dire, de la partie structurée des informations qui sont envoyées. Puis à côté, là en l'occurrence, c'est de la facture X, donc vous avez le côté lisible et également qui apparaît de ce côté, donc qui peut être interprété par un humain. Parce que j'ai ce côté lisible. Alors, tout de suite, pour vous dire aussi, comme pour rappel, vous avez plusieurs formats autorisés dans cette réforme, il y en a 3. Donc, la facture X, elle a l'avantage d'avoir un flux structuré et la partie lisible. Les deux autres flux n'ont qu'une partie structurée. Donc, si je prends ici un exemple d'une de ces factures, là, je n'ai pas d'aperçu sur l'original, parce que c'est un flux UBL qui est qu'un flux structuré, mais vous avez la possibilité, en tout cas le portail Dokun permet d'avoir ça, d'avoir une visionneuse qui génère un lisible à partir des éléments structurés. Donc, même si c'est un format qui n'intègre pas de lisible, vous aurez tout le loisir au travers de cette fonctionnalité-là d'avoir le côté lisible de la facture avec cette visionneuse. Donc, simplement ici, si je reviens en original, je n'ai pas d'éléments visibles. Bon, je peux le télécharger, mais du coup, je n'aurai que le format structuré. Et ici, le côté lisible pour aller visionner les données structurées avec, alors bien sûr, l'aperçu sera toujours le même. Il n'y aura pas de présentation différente en fonction de vos fournisseurs. Ce sera tout le temps cette même présentation. Donc voilà, avec ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir voir les activités. Alors, intéressant, mais ça permet au moins de voir tout ce qui s'est passé. Lorsqu'on émet une facture, il y a un ensemble d'éléments qui sont positionnés. Et donc, effectivement, on a ici l'ensemble de l'historique, pour dire que ça a été reçu par la PA, que le statut a été changé. On reviendra tout à l'heure sur la partie statut pour dire que maintenant, c'est la PA de réception indique qu'elle a bien reçu la facture et va donner ce statut de transmission à la PA émettrice. C'est ce qui est fait là, qui est envoyé par la PA, et donc pour le transmettre à la PA émettrice. Et donc, on a ici l'ensemble, on va dire, de ces différentes activités qui peuvent paraître transparentes ici, mais donc il y a un ensemble d'échanges qui se fait entre la PA qui émet la facture et celle qui réceptionne la facture. C'est pour ça que vous voyez ici des statuts. D'ailleurs, si je descends, vous voyez qu'on s'est amusé à mettre d'autres statuts. Ici, je peux avoir des statuts refusés, des statuts pris en charge, etc. etc. Et donc, ça, c'est l'ensemble des statuts cycle de vie de facture qui vont être échangés entre les PA, donc les PA d'émission, les PA de réception, et pour certains aussi, l'administration fiscale, notamment tout ce qui est refusé, tout ce qui est rejeté, tout ce qui va être statut encaissé va transiter aussi par l'administration fiscale, parce que ce sont des États qui les intéressent, en tout cas dont ils ont besoin dans leur traitement quotidien. Donc ensuite, globalement, on vous a dit aussi depuis quelque temps qu'on utilisera
le portail Dokun pour pouvoir changer de statut, et notamment la possibilité de pouvoir refuser une facture si effectivement, moi, si je prends cette facture-là et que je m'aperçois qu'elle ne m'est pas adressée, qu'il y a une erreur d'adressage manifeste sur cette facture, j'ai la possibilité ici, au travers de ce portail, en haut à droite, de pouvoir changer le statut. Et donc ici, vous allez voir apparaître l'ensemble des statuts l'ensemble des statuts pris en charge par la plateforme, sachant que là-dedans, il y a des cycles, des statuts, pardon, qui sont pas forcément obligatoires, qui sont facultatifs, mais en tout cas, le portail Dokun prend en charge l'ensemble de ces statuts, et dont le statut refusé, qui est un statut obligatoire. C'est-à-dire que tout le reste, les autres statuts que vous voyez là, ne sont pas des statuts obligatoires. Et ça va dépendre on va dire, de chaque PA, parce qu'ils n'ont pas l'obligation de gérer ces statuts-là. Si je reviens sur la partie refusée, je veux refuser une facture, donc je peux donc ici mettre mon statut. Par contre, ce statut refusé, il est encadré par des motifs. Et donc ça, c'est effectivement l'administration fiscale au travers des normes AFNOR qui nous donnent les différents motifs, les différents motifs, pardon. Et donc ici, je pourrais mettre ici destinataire incorrect. Je peux ici demander une action particulière. Donc ça aussi, ça va dépendre du type de statut que l'on a. Donc là, je ne demande pas d'action complémentaire. Le délai demandé, si j'attendais un retour, donc je peux ici indiquer un délai. Je peux mettre du commentaire. Donc ça, c'est de la saisie libre. Et je peux aussi, selon le cas, alors ici, ça va peut-être moins d'importance, on va dire, sur un statut refusé, mais en tout cas, quand on est sur un échange qui manque une information sur la facture ou un document complémentaire, on pourra utiliser cette possibilité-là d'échange de fichiers complémentaires. Ici, je peux aller sélectionner des fichiers sur mon réseau, en local sur mon poste, pour dire compléter la mise à jour du statut, donc simplement ici au travers de cette sélection de fichiers. Et donc ensuite, le fait de valider, ça va effectivement transmettre ce nouveau statut, va le transmettre à la PA d'émission, et donc notamment au vendeur. Ici, en l'occurrence, à la société Papyrus. C'est ce qui va être fait. Donc voilà, pour rappel, vous avez la possibilité, alors bien sûr ici, vous voyez, c'est bien que je passe par là, je n'ai pas d'autres statuts possibles. Le statut refusé a cette particularité-là, c'est que c'est un statut terminal qui, lui, s'arrête globalement à ce stade, et je peux pas avoir de statut complémentaire. Alors que si j'avais mis, par exemple, si je reviens sur une autre facture, là, sur la deuxième facture, ici j'indique un changement de statut, ou par exemple je veux dire je suspends la facture, donc il y a un statut facultatif, je la suspends, parce qu'effectivement en retour j'attends de l'information complémentaire, il y a des justificatifs manquants, et l'action demandée, c'est j'ai besoin d'informations complémentaires, et donc j'attends, je ne sais pas, une feuille de temps, je marque n'importe quoi ici. Et donc là, on verra que sur ce type de statut, lorsque je le valide, donc elle est passée en suspendu, là, j'ai possibilité de changer ce statut-là. L'objectif, c'est qu'effectivement, l'émetteur, donc le vendeur, me fasse état, et me transfère les données manquantes, et positionne un statut, par exemple, complété sur ce statut suspendu. Donc voilà pour ce portail, voilà ce que je souhaitais vous présenter ici, on va dire rapidement sur ce portail Dokun. Donc si je reviens ici à la partie diapo, c'est juste pour terminer avec le cycle de vie. Je vous ai remis ici quand même une diapositive sur le cycle de vie, montrer tous les cycles de vie qui sont gérés. Donc, d'une part, il y a deux familles de cycles de vie. Il y a la phase de transmission. Donc, ça, c'est géré intégralement par les plateformes agréées.
C'est-à-dire que vous avez le rejeté qui est un rejet technique, hein, que c'est pas à ne pas confondre avec un refusé, c'est vraiment un rejet technique. C'est que la facture telle qu'elle a été envoyée, elle a déjà un problème de structure techniquement et ne passe pas les contrôles. Sinon, elle est déposée. Elle est émise par la plateforme, donc ça c'est la PA émettrice. La PA réceptrice peut aussi faire des contrôles complémentaires et pourrait, même si on passe ici, la rejeter. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Et ensuite, c'est ce qu'on a vu, nous, sur notre plateforme, sur les achats, c'est reçu par la plateforme et ensuite mise à disposition. Et donc ensuite, on a le statut refusé. Donc tout ce qui apparaît ici en bleu marine sont des statuts obligatoires. Donc le refusé, donc ça, on l'a vu que dans notre solution packagée, on la traite au travers du portail. Et ensuite, on a l'encaissé. Donc l'encaissé, c'est ce que je vous ai mis ici aussi, c'est l'encaissé, elle est gérée par le RP. C'est-à-dire que c'est automatiquement, en fonction des saisies de règlement, lorsque vous allez constater l'encaissement client, qu'automatiquement, on va générer, nous, ces cycles de vie. De la même manière, côté fournisseur, lorsque vous allez émettre un paiement fournisseur, on va générer automatiquement un statut qui est facultatif, parce qu'il apparaît là, pour dire que c'est un paiement transmis. Voilà, globalement, vous avez besoin de l'APA pour le statut refusé et les autres statuts, effectivement, si vous souhaitez effectivement activer les autres statuts, ici, que ce soit l'approuvé partiel en litige, le suspendu qu'on a pu voir tout à l'heure, qui finit par un complété, là, vous avez la possibilité de passer par le portail. Donc, voilà, je sais qu'on n'est pas forcément en avance sur le timing, parce qu'on a eu le petit problème technique de début, qu'on arrive maintenant au chapitre questions-réponses pour ceux et celles qui sont encore présents. Donc, je vais partager un petit peu les réponses auxquelles j'ai répondu. Alors, il y en a eu pas mal d'autres, si tu peux aller lire, mais j'en ai déjà répondu à pas mal. Oui. Il y avait une question, déjà d'une, sur le portail qui est fourni. Est-ce qu'il y a une limite en termes d'utilisateurs? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs du portail? Donc oui, effectivement, lorsqu'on provisionne, on vous crée automatiquement un profil administrateur. Il vous est demandé d'ailleurs, au moment de l'inscription, on vous demande de mettre le nom de l'administrateur. Et lui reçoit un compte d'accès administrateur au portail et il peut aller dans le menu à la gestion des comptes utilisateurs et créer d'autres comptes utilisateurs. Il y a eu des questions disant que la société avait plusieurs sirènes ou plusieurs établissements et demandait s'il y avait des filtres possibles pour voir uniquement les factures d'un ou l'autre établissement, de l'un ou l'autre des clients ou fournisseurs. Oui, effectivement, il y a des fils de recherche. Sachez que Dokun est en train de préparer une nouvelle version d'ailleurs du portail qui sera améliorée en termes d'expérience utilisateur, d'ergonomie. Donc ça devrait également arriver dans les tout prochains jours, en juillet-août. Mais c'est déjà possible puisque vous pouvez déjà customiser un peu vos écrans. Ensuite, j'avais des questions un petit peu plus sur les formats de factures. Donc là, je voulais faire un rappel. C'est des choses qui avaient été expliquées dans les précédents webinaires. Le RP ne traite que le format SOC, qui est FactureX, qui est donc un PDF avec un XML intégré. Et ce format-là, il y a eu une question, est-ce qu'on peut y amener des pièces jointes? Donc effectivement, la réponse est oui. Christophe, oui. Est-ce que tu sais s'il y a une limite de taille de fichiers en pièces jointes ou pas, ou de nombre de fichiers joints? Il n'y a pas de limite en nombre de fichiers, mais il faut savoir que plus je mets de fichiers, donc ils sont embarqués dans le PDF directement, et donc plus gros sera ce PDF. Donc c'est juste une histoire de taille de PDF, parce que c'est le PDF FactureX qui intègre et la partie structurée, mais aussi tous les fichiers joints que vous souhaitez rattacher à ce PDF. Donc tout ça, ça sera compris dans un même PDF, et où l'utilisateur verra qu'à l'intérieur de ce PDF, vous avez des fichiers joints complémentaires et qui pourra, avec une visionneuse, aller consulter directement à partir d'un et même fichier. Et donc, par rapport aux autres formats socles en France,
Effectivement, il est possible de recevoir des formats de facture type C2I ou autre, mais en fait, c'est Dokun, la plateforme Dokun, qui se charge de la conversion. Donc, quand le l'ERP va émettre une facture X, si votre client, lui, ce n'est pas le format qu'il a choisi, c'est les PA qui vont les convertir pour que ça arrive dans le bon format. Et inversement, si une facture arrive dans un autre format, lorsque vous allez la télécharger depuis le portail, que ce soit manuellement ou automatiquement, vous aurez la possibilité de le télécharger en FactureX également. Ensuite, je regarde juste s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce que l'action refusée peut-elle être également à l'initiative du client? Non. Le client, lui, ne pourra pas poser un refusé parce que c'est lui qui l'a émis. Il ne pourra pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut refusé est quand même très encadré parce qu'effectivement, cette facture, elle arrive jusqu'à l'administration fiscale. Et elle sait que dès le moment qu'elle est rejetée ou qu'elle est refusée, c'est qu'elle n'aura jamais, on va dire, de sens, où il n'y aura jamais de déclaration de TVA sur ces factures-là. Mais par contre, l'État l'historise quand même, parce qu'elle sait qu'elle ne sera jamais déclarée. Et donc, si je refuse une facture, le vendeur, l'émetteur, ne pourra m'envoyer qu'une nouvelle facture. Ce ne sera jamais une modification de la facture, mais ce sera à chaque fois que je refuse, ce sera une nouvelle facture avec un nouveau numéro de facture qui sera émis. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce statut rejeté ou le statut refusé est un statut final. C'est-à-dire qu'un statut refusé ne peut pas redevenir actif, etc., etc. C'est vraiment, c'est un état de fin. Et ce qui fait qu'effectivement, si je refuse, c'est pour ça que le refus il est quand même très encadré. Et moi, j'aime bien donner cet exemple de dire, oui, c'est une facture qui m'a été transmise, mais c'est comme si demain matin, je vais à ma boîte aux lettres, et puis finalement, j'ai une lettre, mais qui concerne le voisin. C'est un peu ce même principe de dire, non, je ne la prends pas, je ne l'intègre pas dans ma compta parce qu'elle ne m'est pas destinée. Donc, c'est pas, des refusés ne devraient pas non plus y en avoir pléthore dans la vraie vie, quoi, hein. Alors peut-être qu'au début, parce qu'il y aura certains cafouillages, peut-être, mais c'est pas l'objectif qu'effectivement qu'il y ait beaucoup de refusés. C'est pour ça que vous avez d'autres statuts. S'il s'agit d'un litige, vaut mieux passer par un litige. Si effectivement vous n'avez pas toutes les informations sur la facture, vous avez vu, je vous ai présenté le statut suspendu qui permet au vendeur de vous donner de l'information complémentaire, comme si aujourd'hui, au lieu de passer un coup de fil, vous passez par ce portail pour vous faire des échanges. Ensuite, je tiens quand même à préciser que ces statuts-là, comme je l'ai dit, sont des statuts facultatifs, et donc que personne n'est obligé de passer par ces statuts-là. Personne ne peut vous obliger de passer par ces statuts-là. Même si, in fine, je pense qu'effectivement, d'ici quelques mois ou quelques années, quand tout le monde et quand on sera en mature sur le sujet, ça deviendra certainement obligatoire. Mais pour le moment, c'est-à-dire que le reste des canaux de transmission reste ouvert. C'est-à-dire qu'on peut toujours appeler son fournisseur ou son client pour transmettre de l'information. Là, c'est juste de dire, on amène tout de suite ces fonctionnalités pour les entreprises, pour qu'ils aient un moyen d'échanger au travers de ce portail. Mais maintenant, il faut aussi voir les retours terrain dès le moment que tout ça est mis en musique, de savoir comment chaque entreprise va utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Alors, je vais vous transmettre un lien assez rapidement vers la doc en ligne. Je crois que c'est un slide qui est un peu plus loin, Christophe, si tu veux le mettre. Il est plus bas, vraiment plus lent, c'est ça, voilà. après Oui. Donc là, je vous le pousse, le lien apparaît. Donc, c'est le lien... Oui, c'est ça. Donc, vous avez un lien vers la documentation. Si vous posez des questions sur les cas d'usage, sur comment ça fonctionne, les liens vers les normes AFNOR, l'e-reporting, il y a eu des questions aussi sur la partie notes de frais, caisse, etc. Vous trouverez tout ça normalement dans cette partie. Mais sinon, le bon réflexe, c'est d'en parler avec votre partenaire intégrateur. Ils ont été formés, ils ont eu accès à ces informations-là. Donc, ils sont
habilités et ils ont les compétences pour vous répondre. Ensuite, j'ai eu une question sur la partie, comment dire, sur est-ce qu'il y aura des nouvelles mises à jour, donc des services packs ou des choses qui vont sortir avant le 1er septembre qui concernent la RFE. Donc, je vais vous donner un autre lien. Je vais faire plus simple, je vais vous le mettre dans le chat. Ce deuxième lien, c'est nouveau. C'est un lien qui existe aussi dans notre doc en ligne qui permet de suivre dans un tableau toutes les sorties de services packs et de ce qu'on appelle des fixes. Donc, c'est des services packs plus petits en termes de mise à jour et qui concernent chacune des versions. Donc, si vous suivez cette page-là, vous allez pouvoir, comme ça, avoir l'historique et les annonces en même temps des sorties de nos mises à jour. Et vous verrez en fait aussi les annonces qui sont faites. Donc là, il y en a la prochaine, c'est en novembre 2026, vous voyez. Et si on venait à en sortir d'autres, ben c'est là-dedans que vous l'auriez. Hop, je l'ajoute aussi à la session, tout en haut, le lien pour le coup. Quand on l'a largement dépassé, je relirai après les questions rapidement pour voir celles que j'ai laissées ouvertes, parce qu'il y en a des très précises, mais vraiment là, les choses importantes, c'est il faut en discuter avec votre partenaire intégrateur. Alors, si vous êtes un partenaire intégrateur et que vous vous posez une question, passez par notre portail MyService ou contactez Christophe ou moi-même par mail. Mais par contre, si vous êtes utilisateur, le réflexe, c'est en discuter avec votre partenaire parce que lui connaît le contexte de votre projet, dans quelle version vous êtes, est-ce qu'il y a des particularités, etc. etc. Et ils seront plus à même que nous à y répondre. Effectivement, vous avez la capacité, donc là, le provisioning vous amène à aller créer en fait les entreprises qui seront enregistrées dans l'annuaire et ainsi que les codes routage liés éventuellement à des établissements. Et si vous les changez en cours de route, c'est tout à fait également possible de modifier tout ça. C'est pas figé dans le marbre non plus. Et là encore, c'est expliqué dans la documentation. Pour tout ce qui est cycle de vie, je crois qu'on en avait longuement parlé la dernière fois également. Et dans la doc, il y a quelques éléments qui sont indiqués. En tout cas, tous ceux qui sont des statuts obligatoires. Ensuite, bah là, il y a une question sur les cas d'usage. Pareil, vous pouvez aller les consulter sur cette page-là. D'Office, Divalto ne traite que les cas d'usage qui sont traités en standard dans l'ERP, c'est-à-dire que si vous avez eu un spécifique pour gérer un type de facture parce que ce type de facture n'était pas traité en standard dans l'ERP, c'est que vraisemblablement, il y aura également à faire un spécifique ou une surcharge pour traiter ce cas d'usage. Donc, allez voir là-dedans, vous voyez le troisième lien qui s'appelle matrice de couverture, vous allez trouver toute l'information là. De la même façon, si vous êtes dans une version récente de l'ERP, vous allez avoir une couverture fonctionnelle automatisée, on va dire, et de l'ensemble des cas d'usage beaucoup plus précise et vaste que si vous êtes resté en 10.7, donc la version de ERP qui a maintenant plus de 5 ans. Voilà. Je reviens encore sur les quelques autres questions. Les codes routage, donc là aussi, sont des éléments qui vous commencent à vous être demandés ou qui vous sont fournis. Et bien là, pareil, il va falloir les configurer dans le RP. Et selon votre version de RP, pareil, ça ne se fait pas tout à fait au même endroit. Donc, consultez la documentation ici ou discutez-en avec votre partenaire intégrateur. Pour la démonstration automatique là, de la récupération dans l'ERP, là, on avait décidé de faire un format très court. Je pense qu'on refera un webinaire avec Christophe juste avant le 1er septembre, et puis on essaiera de vous montrer des automatisations pour le coup. Peut-être qu'on fera un webinaire un peu plus long.
Voilà, donc si vous avez des questions sur le portail qui vous a été activé, parce que là, je vois qu'il y a aussi pas mal de questions sur des gens qui ont commencé à utiliser le portail. Pareil, passez par votre partenaire intégrateur qui vous répondra. S'il n'a pas la réponse, il reviendra vers nous. Derrière. OK, bon, on va arrêter là. Là, on a déjà dépassé de 20 minutes pour le coup, ce webinaire. Et je vous remercie. Désolé pour le contretemps au démarrage. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la plateforme. Et n'hésitez pas donc à aller recontacter votre partenaire intégrateur pour lui poser des questions. Et merci à vous. Si vous avez des vacances dans les prochains jours, bonnes vacances à vous. Et puis, bonne réforme de la facturation électronique, si je peux vous souhaiter ça. En tout cas, nous, on replacera un webinaire en août. Merci Christophe. Merci à vous, bon après-midi et à bientôt.